monde, bonsoir à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 26 novembre. Je regarde la date parce que ça passe tellement vite. Bonsoir Dame Sudefin, si je dis pas de bêtises, Roger Ducon, le Chevalier Montjoie. Merci Sam Léo d'être là encore une fois pour la modération. Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver ce soir pour recevoir un invité de qualité de marque que j'ai pu rencontrer en vrai, en plus, que j'ai pu assister à une de ses conférences. Bonsoir Francis, on va parler de toi et on va parler de choses, comme me disait en off Frédéric Furlano, que nous allons recevoir de l'association Robin des Toits. Il me disait en off, on va parler de choses qui ne se voient pas, qui ne se mesurent pas, mais par contre qui peuvent se sentir et se ressentir par beaucoup de personnes malheureusement ignorées trop souvent. Éric Furlano, bonsoir. Merci infiniment d'avoir répondu présent à mon invitation parce que tu es Bonsoir très Lise. demandé et on a Bonsoir. calé cette émission depuis un moment. Tu es très attendu aussi parce que beaucoup ont des questions et beaucoup se posent des questions par rapport à leur état de santé, encore une fois. Alors, il y a eu déjà des commentaires, par rapport à ça et j'en ai eu aussi, quand j'ai annoncé qu'on faisait l'émission ensemble, de personnes ciblées. Alors, je fais une petite dédicace à Francis Bernard. Je ne sais pas si tu le connais. Il connaît aussi Patrick Joland. Enfin, voilà, il a fait des émissions avec lui aussi. Et je fais partie d'un groupe aussi de personnes ciblées, notamment par les ondes électromagnétiques, qui sont victimes de compteurs Linky aussi, dans des immeubles, etc. Donc voilà, il va y avoir pas mal de questions, je pense. Moi, ce qui m'intéressait, comme je te disais aussi, c'est l'aspect évidemment santé, mais l'aspect aussi sociétal, social. Donc on rappelle juste, pour info, Eric, si tu veux bien partager, si tu peux, l'association Robin des Toits. Donc l'Association nationale pour un système de communication sans risque sanitaire, environnemental et sociétal. Et toi, tu es membre actif du conseil scientifique de Robin des Toits. Est-ce que tu peux Oui. présenter rapidement, peut-être, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas et qui ne te connaîtraient pas, et expliquer un petit peu ce que tu fais et ton concours, justement, à cette association? Donc, l'association Romain des Toits est une association qui a été, fondée par, Marc et Étienne Sandrier au tout début des années 2000, à l'occasion des premiers déploiements d'antennes relais, dans les villes, hein, et en particulier sur les toits, d'où Robin des Toits, voilà. Et donc, cette association s'est développée puisque évidemment, la problématique s'est étendue, hein. Elle s'intéresse, désormais à toutes les problématiques liées, aux technologies, utilisant, des ondes électromagnétiques, tant au niveau sanitaire, au niveau sociétal qu'au niveau environnemental. Parce que évidemment ces technologies créent des dégâts, de par leurs émissions, dans l'environnement, mais également elles créent des dégâts parce que pour, fabriquer les dispositifs technologiques qui servent à émettre des ondes électromagnétiques, il faut aller évidemment, capter, extraire des métaux dans l'environnement, ce qui est extrêmement polluant. Alors évidemment, le consommateur occidental, tant que c'est loin de ses yeux et loin du bout de son jardin, ça a pas l'air de le titiller, trop, mais viendra le jour, j'en parlerai tout à l'heure, viendra le jour où on commencera à ouvrir des mines, dans l'Hexagone parce que pour des raisons, de souveraineté, en termes de matières, premières, de ressources et cetera. On nous expliquera que c'est pour notre bonheur et à ce moment-là, se posera la question de choisir entre les petits joujoux technologiques et l'eau potable. Parce qu'évidemment une mine, quand on fait des trous dans le sol, eh bien, on vient de traverser des nappes phréatiques et évidemment les sources d'eau, bah, elles aiment pas trop ça, hein. Elles changent de couleur, voilà. Donc voilà le sens général de l'association qui a pour, mission d'informer la population, sur toutes ces problématiques-là et le conseil scientifique sont des gens, des bénévoles, qui œuvrent dans l'investigation scientifique et technique et en ce qui me concerne, moi je fais, tout ce qui est revue bibliographique, dans toutes les bibliothèques scientifiques de la planète, à la recherche des dernières études, indépendantes notamment, qui décrivent, par le menu, les interactions notamment avec, des ondes électromagnétiques, artificielles avec le vivant. Parce que ce dont nous parlons, c'est bien des ondes électromagnétiques artificielles, voilà.
Et donc je précise accessoirement, hein, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que nous sommes, des salariés, que nous faisons ça à temps plein. Donc, l'association Robin des Toits est une association loi 1901, composée exclusivement de bénévoles qui, au lieu de se légumer devant, leur télévision, utilisent leur temps libre pour, faire ces recherches et ces démarches, d'intérêt, collectif, d'intérêt général. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer, tous les bénévoles de toutes les associations parce que bon, aujourd'hui, c'est Robin des Toits, mais il faut bien prendre conscience qu'il y a une multitude d'associations, hein, qui s'intéressent à la problématique des ondes électromagnétiques, à la problématique donc des électro-hypersensibles, ainsi qu'à la problématique des chimico-sensibles. Les 2 sont liés et ainsi qu'à la problématique de la maladie de Lyme parce que, évidemment, tous ces syndromes-là ont des conséquences et ils font rentrer les personnes qui, par exemple, qui sont Lyme, font rentrer les personnes qui sont Lyme dans le vertige des syndromes électro-hypersensibilité ou chimico-sensibilité ou les 2 en même temps, et cetera. Voilà. Donc, il y a une multitude d'associations avec une multitude de bénévoles qui essaient d'informer, qui essaient de secourir, qui essaient d'apaiser la détresse parce qu'aujourd'hui, j'insiste, on va commencer par les mauvaises nouvelles, hein, voilà, et puis après on finira peut-être par les bonnes nouvelles. Mais il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que la situation est particulièrement préoccupante. Voilà, aujourd'hui, puisque l'État ne reconnaît rien, évidemment, parce que s'il commence à reconnaître, c'est la question des responsabilités qui rentre en ligne de compte. Les assureurs, évidemment, ça fait longtemps qu'ils se sont carapatés parce qu'ils ont bien compris, eux, ce sont des experts du risque en général, donc ils ont bien compris que il n'était pas question de couvrir le risque électromagnétique. Donc là, c'est pareil. Donc en fait, une personne qui commence à être touchée par un syndrome, hein, du style électro-hypersensibilité, et je dis bien électro-hypersensibilité parce que j'ai une mauvaise nouvelle, toujours dans la série des mauvaises nouvelles. Nous sommes tous 100 des gens sur la planète sont électrosensibles. J'entends souvent l'abus de langage, le raccourci sémantique d'électrosensibilité. Non, j'ai une mauvaise nouvelle, nous sommes tous électro-hypersensibles, pardon, nous sommes tous électrosensibles, mais pas tous électro-hypersensibles. Hem, Si vous n'en êtes pas convaincu, vous mettez les doigts sur une clôture électrique et vous allez vite voir une décharge électrique qui va vous rappeler que vous êtes vivant. Voilà, et c'est jamais agréable. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, mais pour ceux qui avaient encore des doutes, quand on mesure au niveau médical, l'activité physiologique, hein, d'une personne, on fait un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme et comme j'ai l'habitude de le dire, quand on fait ces examens médicaux-là, on ne mesure pas l'activité EDF, hein, on mesure l'activité électrique endogène. Donc, il faut réaliser qu'en fait, le vivant ému par, des flux électriques et ça n'est que ça le vivant. On devrait d'ailleurs, parler d'électrobiologie et pas vraiment de biologie tout court, hein, parce que tout est électrique, voilà, et donc évidemment dans une ambiance électromagnétique artificielle, eh bien, ça ne peut avoir que des interactions. Voilà, et parce que l'activité électrique du corps, évidemment, je suis en train de comparer un murmure électromagnétique à comparer à un tintamarre électromagnétique, la pollution extérieure. Voilà, c'est en ce sens-là que il y a submersion, de l'environnement, électromagnétique naturel par des pollutions électromagnétiques artificielles et c'est ça qui fait dérailler les physiologies. Et alors quand je parle de physiologie, hein, c'est, tant les mammifères que les végétaux, hein, bien évidemment. Voilà. Nous sommes tous à la même enseigne. Voilà. Donc, c'est pour résumer, vous avez tous compris donc, nous sommes tous électrosensibles et que pour, franchir le pas vers l'électro-hypersensibilité, c'est juste une question de temps. Il n'y a pas une question de il y aurait des malchanceux et puis, le reste de la population, serait épargné. Non, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de seuil et de tolérance à franchir. Voilà. Si j'ai le temps, j'essaierai d'expliquer pourquoi. Ça agit au niveau cellulaire, au cœur de la cellule. Ça perturbe l'activité métabolique de la cellule et c'est en ce sens-là qu'aujourd'hui, c'est parfaitement documenté. Alors je précise je précise parce qu'avec le temps, les choses, me paraissent évidentes, mais
je suis de formation ingénieur scientifique, avec une formation, physique de base, assez solide. Je n'ai fait aucune année de médecine, 0 année de médecine et je suis en capacité d'apprendre, beaucoup de choses élémentaires que les médecins n'apprennent jamais en faculté de médecine. Voilà et c'est le cas d'ailleurs de bon nombre des cadres de Robin des Toits qui ont bien compris les mécanismes à l'œuvre et donc aujourd'hui on est dans la situation où, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Voilà où on en est aujourd'hui. La L'indigence scientifique est telle dans le milieu médical que plutôt que de reconnaître que bon nombre de médecins n'y connaissent strictement rien, ils préfèrent envoyer les patients qui se présentent à eux avec des syndromes qu'ils ne connaissent pas, plutôt que d'avouer qu'ils ne connaissent pas, ils préfèrent envoyer ces patients chez leurs collègues psychiatres. Voilà, on assiste à une psychiatrisation et il y a des officines troubles qui publient de surcroît des pseudo-guides. Je pense à une en particulier, la Société française de santé au travail, qui a publié en décembre 2023 un torchon qui se prétend être un guide à destination du corps médical pour informer à la bonne pratique pour accueillir correctement les personnes qui seraient susceptibles d'être électro-hypersensibles. Et dans les recommandations, on trouve évidemment la psychiatrisation. Voilà, hein, parce que c'est bien connu. Quand on ne comprend pas ce qui se passe, bah, c'est forcément dans la tête. Hein. C'est pas qu'on connaît rien au sujet, c'est que c'est forcément dans la tête. Voilà. Et comme on ne sait pas s'informer, c'est ça le grand drame aujourd'hui, c'est que le corps médical a délégué complètement toute la question de la mise à jour de ses connaissances scientifique, puisque vous savez comme moi qu'un médecin est tenu de mettre à jour régulièrement ses connaissances scientifiques et techniques pour s'adapter à l'évolution des connaissances du milieu médical par rapport à tel ou tel syndrome. Voilà. Eh bien aujourd'hui, très peu de médecins font cet effort d'aller chercher dans la littérature scientifique les données premières. Et ils se fient tous à des entités qui sont là pour offrir sur un plateau des synthèses. Le problème, c'est que les entités en question, ben, quand on commence à gratouiller les liens d'intérêt, on découvre que, bah, évidemment, ces entités-là ne vont pas fournir une information loyale, équitable et plurielle. Vous voyez? Donc, ça conduit à la désinformation du corps médical et à ces comportements qui sont abjects, qui consistent à psychiatriser des gens qui ne demandent simplement qu'à être accompagnés, soignés. Je le répète, hein, pour ceux qui l'auraient toujours pas compris, il y en a encore qui ont toujours pas compris ça. Donc je précise, hein, au nom de Robin des Toits, l'électro-hypersensibilité n'est pas une maladie, ça n'a rien d'une maladie, c'est un handicap, c'est une incompatibilité physiologique de telle ou telle personne par rapport à son environnement de vie électromagnétique et c'est intimement lié à la fois à une question de susceptibilité personnelle, heu, peut-être génétique, à voir, et essentiellement à son historique de vie, d'exposition à de multiples polluants. Et dans les polluants, que la personne aurait pu rencontrer dans sa vie, qui a fait monter de manière incrémentale son inflammation, eh bien, dans les polluants, on trouve tout ce qui est, chimique, alors chimie industrielle, agrochimie, ça peut être aussi les métaux, hein, le mercure, l'aluminium et ça peut être aussi les bactéries, ou les virus et dans les bactéries, vous avez, notamment, les Borrelia, qui donnent, le syndrome de Lyme, voilà. Mais en résumé, tous ces syndromes, ne sont pas des maladies, ce sont simplement le résultat, la réaction physiologique d'un empoisonnement longue durée. Voilà, ça il faut bien l'intégrer. On n'a pas affaire à des maladies dans ce registre-là, ce sont simplement des réactions physiologiques liées à un empoisonnement au même titre que si vous absorbez une capsule de cyanure,
eh bien, en général, vous ne tombez pas malade, vous êtes juste empoisonné et ça se termine plus ou moins bien ou plus ou moins mal selon la dose. Voilà, donc ça, il faut l'intégrer et accessoirement, ce qui est quand même assez cocasse, c'est que quand on regarde le mode d'action du cyanure, il s'attaque à la mitochondrie et en particulier à la capacité de la mitochondrie à venir capter l'oxygène. Juste pour rappeler, la mitochondrie, c'est l'entité dans la cellule heu, qui est là comme chef d'orchestre de la cellule. Accessoirement, elle produit de l'énergie. Accessoirement, elle peut produire dans certains organes des hormones et là, elle utilise l'oxygène pour fabriquer cette énergie, pour fonctionner et si on bloque la captation de l'oxygène, c'est ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative, hein, la respiration cellulaire, si on l'empêche, eh bien la cellule meurt. Voilà. C'est ce qui se passe de manière aiguë et de manière brutale avec le cyanure, mais c'est aussi ce qui se passe de manière moins brutale avec les ondes électromagnétiques. Voilà. Donc c'est le même mécanisme. Et donc, dans le cas du cyanure, on va dire que c'est un empoisonnement et dans le cas de l'onde électromagnétique, on va dire que c'est psychologique. Voilà. Ça, c'est pour les gens de métier qui auraient eu éventuellement des carences en iode. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, alors que dans les 2 cas, ça n'est qu'un empoisonnement. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, comme il ne s'agit pas d'une maladie, l'électrohypersensibilité est bien un handicap. Et donc, il devrait tomber sous la législation du handicap. Donc, en ce sens, l'État est hors la loi, puisqu'il ne respecte pas les lois qu'il édite par rapport au handicap et par rapport à la notion de société inclusive, puisqu'il paraît que nous sommes tous dans une société inclusive. Nous l'avons vu pendant le Covid. Donc, Tout depuis, à pas de fait. surprise. Et tu disais justement que c'est un empoisonnement, alors sournois puisqu'on ne le voit pas, on ne le enfin, en tout cas, on ne le perçoit pas si, puisque les personnes qui sont victimes, mais d'autres personnes ne se rendent pas compte. Mais ce que tu disais pendant ta conférence, que Oui. j'avais trouvé hyper intéressant aussi, c'était que le plus gros, défi finalement, c'était l'ignorance des personnes, d'aller chercher et d'aller faire se questionner les personnes parce que en fait, on se rend pas compte au quotidien, on l'a vu pendant le Covid puisque tu viens d'en parler, pendant que la plupart des personnes étaient confinées, les antennes 5G se sont démultipliées. On a mon ami, là qui est là, Oui, Merlin Longuet qui s'est spécialisé là-dedans. C'est juste hallucinant le nombre d'antennes 5G que l'on a au mètre carré presque. oui, alors évidemment, ça se fait alors ça se faisait déjà avant puisque, normalement, les opérateurs sont tenus de produire un affichage qui se voit, sur les lieux publics pour annoncer, l'installation d'une antenne relais. Normalement, dans un monde normalement démocratique, hein, puisqu'aujourd'hui on a juste une parodie de démocratie, dans les mairies, on devrait avoir une communication claire et affichée. Voilà, bon, certains maires n'ont pas compris encore leur rôle et pensent que l'abolition du système féodal n'a pas eu lieu en 1789, en août 1789. Donc il y a des rappels historiques à faire pour certains maires et donc les 2 pratiquent une omerta, assumée, hein, sans complexe, hein. Il y a un tel sentiment d'impunité de certaines personnes qui est notoirement scandaleux. Alors évidemment, abus de faiblesse sur une population, séquestrée, menottée dans la cuisine, au radiateur de la cuisine, durant le Covid, là, c'était l'aubaine pour aller, déployer, ni vu ni connu, des milliers d'antennes, relais. Alors, je livre aux auditeurs là de cette émission une information, croustillante, hein et sortez-vous de l'idée qu'il s'agit de faire de l'argent, hein. Sur le dos de la santé publique. Parce que effectivement, l'argent a toujours été un moteur pour, stimuler les médiocres. Mais là, on n'est plus du tout dans le registre de l'appât du gain parce que, retenez bien que les opérateurs téléphoniques sont tellement surendettés. Ils ont déjà d'ailleurs du mal à rentabiliser la 4G, alors ne parlons pas de rentabiliser la 5G avec les investissements colossaux qu'il faut, mettre en œuvre. Et donc, là, les pylônes sont loués à des fonds de pension. Donc,
on assiste même à une structuration de la déresponsabilisation, vous voyez? C'est-à-dire que le jour où il y aura des attaques au pénal pour atteinte à la vie ou à la santé, publique, évidemment, les opérateurs, sauront utiliser cet argument, médiocre de déresponsabilisation en disant que: «Mais oui, mais le pylône, il m'appartenait pas». Vous voyez? Et 95 du parc, de pylônes n'appartient pas aux opérateurs téléphoniques. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Ce que je dis est documenté et de temps en temps, on assiste à la vente de bouquets de milliers de pylônes qui passent de main à main. Voilà, c'est ce à quoi on assiste. Donc, en fait, on assiste, en gros, à une spéculation sur le dos de la population, sur le dos de la santé publique et après, les pouvoirs publics ont bon dos d'essayer de nous culpabiliser avec le fameux trou de la sécurité sociale. S'ils veulent des idées pour résorber le trou de la sécurité sociale, ils peuvent consulter Robin des Toits, il y a pas de problème, on manque pas d'idées. Voilà et vous verrez que le trou de la sécurité sociale se trouvera rapidement comblé dès lors qu'on commencera à supprimer tout ce qui est pollution environnementale et en particulier la pollution électromagnétique et qui a un rôle décisif dans l'ensemble du tableau. Voilà, parce que je le dis régulièrement, la pollution électromagnétique a sa toxicité intrinsèque, mais également elle déverrouille tous les filtres qui pouvaient permettre à la physiologie d'être protégée vis-à-vis des autres pollutions, ce qui fait que, du fait de l'exposition aux ondes électromagnétiques, on assiste à une déprotection et donc à une amplification des autres pollutions. Donc il y a un effet cocktail décuplé du fait de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Voilà. Et donc, comme en plus, on est sur un registre qui ne se perçoit pas avec nos cinq sens, donc la méfiance et les précautions ne sont pas prises. Et du coup, quand la facture commence à tomber avec des syndromes qui sont élucidés au bout d'un nomadisme médical de plusieurs années, parce que c'est ça la réalité, hein. C'est-à-dire que quand on ne forme pas correctement le corps médical, c'est du nomadisme médical, c'est du gaspillage de consultations médicales, de traitements, d'examens qui ne servent strictement à rien tant qu'on n'a pas posé les bonnes questions, c'est-à-dire avec des professionnels de santé qui sont formés et informés. Voilà, mais comme on n'est pas du tout dans ce registre-là, on laisse prospérer, on laisse se dégrader une situation qui aujourd'hui devient tellement catastrophique, je le vois au niveau associatif, on est submergé d'appels de détresse. Là, au niveau de Robin des Toits, on a une permanence téléphonique. Alors comme on est constitué de bénévoles, évidemment, c'est pas H24, hein, donc il y a des horaires ciblés, tout ça, c'est accessible sur le site web de Robin des Toits et donc on voit le niveau de détresse de la population et on voit surtout arriver, des situations avec des cas de plus en plus jeunes. Voilà. Donc c'est absolument préoccupant et il serait temps que le ministère de la maladie se préoccupe enfin de, cette problématique et arrête d'entretenir le déni. Voilà, Le c'est ministère de la maladie. Pas mal ça. oui, le Ça, c'est ministère pas de la mal. maladie, le ministère qui est au 14 avenue, Duquesne à Paris 7e, Ouais, ouais. pas très loin de Ouais. l'hôtel des Invalides. Voilà, Et celui-là tu disais alors finalement ouais, c'était pas le ce profit, pardon, ouais, ça coupe. Pardon, je t'ai coupé parce que ça coupe, excuse-moi, je voulais pas te couper. oui, je disais que dans le titre complet, ministère de la maladie, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Il serait temps qu'ils s'intéressent au sujet parce que les électro-hypersensibles, ce sont des personnes handicapées. Et il me semblait que enfin, en tout cas, je crois l'avoir vu sur ton site, sur votre site, que l'OMS reconnaissait quand même ce handicap-là, au niveau Alors, de l'hypersensibilité. il y a un jeu trouble autour de ça, c'est-à-dire que, hem, ils reconnaissent, le handicap, mais aujourd'hui, officiellement, le lien de causalité entre l'exposition électromagnétique et le syndrome observé, ça n'est pas reconnu, en particulier en France. Donc, c'est un petit jeu de chat à la souris, c'est très malsain comme situation, ça s'appelle du révisionnisme, hein. Alors, on a des entités qui sont chargées de faire la police au niveau de la vérité scientifique, hein, une sorte de ministère de la vérité.
Il serait temps qu'ils se préoccupent de cette situation parce que le lien de causalité dans les années 60, 70, 80 et 90, il était établi, hein. Il y a une multitude de publications scientifiques qui ne se posaient plus la question du lien de causalité. Elles dressaient l'inventaire de tableaux cliniques observés sous exposition électromagnétique. Donc, il faudrait qu'on m'explique pourquoi dans les années 60, 70, 80, 90, on nous dressait des listes de tableaux cliniques, conséquences d'exposition à des ondes électromagnétiques, et qu'aujourd'hui, curieusement, on n'est toujours pas trouvé, on remette en question la causalité. C'est quand même assez étrange. Tout le monde a bien compris que tout ça, c'est de l'enfumage, c'est une question de responsabilité parce que derrière, reconnaître la causalité aujourd'hui avec tous les enjeux commerciaux sur la radiotéléphonie, ça remettrait carrément en question les déploiements qui sont faits aujourd'hui comme des cow-boys, sans aucun discernement, sans aucune éthique, en bafouant totalement la science et en bafouant les techniques de précaution qui sont, par exemple, la géobiologie. Alors, je sais bien qu'en France, prononcer le mot, il va falloir vite aller se laver la bouche parce que c'est sulfureux, la géobiologie, mais c'est juste, comment dire, proportionnel au niveau d'ignorance et d'indigence scientifique des autorités françaises sur ce registre-là. Aujourd'hui, la géobiologie est essentielle pour comprendre ce qu'il faut surtout éviter de faire en termes d'implantation, par exemple, de tout dispositif émetteur ou utilisant l'électricité. Je généralise, hein. Dans ces dispositifs, on trouve notamment les éoliennes, les antennes relais, les lignes haute tension. Ça, si on avait affaire à des gens qui appliquent l'esprit scientifique, ils ne déploieraient pas des dispositifs pareils sans se poser la question de l'interaction avec le milieu dans lequel ils viennent l'installer. Parce que selon les cas, la Terre étant vivante, la Terre étant le siège de phénomènes électromagnétiques qui viennent du sous-sol, et évidemment, il peut y avoir des interactions, des amplifications qui font qu'au niveau de la surface, les êtres vivants qui s'y trouvent sont perturbés. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les élevages dans le monde de l'agriculture où des milliers d'exploitations ont des problématiques de ce registre-là. Et on essaie de faire croire, c'est comme la psychiatrisation avec les électro-hypersensibles, on essaie de faire croire aux éleveurs que les problèmes qu'ils rencontrent seraient liés à des problématiques de métier, de mauvaise gestion de leur exploitation. Voilà. Alors évidemment, les éleveurs ont bien compris que ça n'était en rien lié à une mauvaise gestion de l'exploitation, puisque pour la plupart, ils sont expérimentés, ils ont bien vu comment ça se passait avant l'implantation de l'antenne relais, de l'éolienne, et cetera. Et donc, ils ont bien compris le lien de causalité associé à l'installation du dispositif technologique. Voilà. Mais il y a ce petit jeu-là qui consiste à, quand il y a des actions en justice, par exemple, à faire passer le Conseil d'État derrière pour annuler la décision de justice et qui aurait pu obliger l'opérateur, par exemple pour une antenne relais, obliger l'opérateur à éteindre l'antenne relais pendant 2 mois pour voir si par hasard, avec l'extinction, on n'observait pas un retour à la normale dans l'élevage. Bon, eh bien ça aurait pu être un élément objectif en termes d'investigation, mais le Conseil d'État, stimulé par le lobby industriel, a cru bon d'annuler ce genre de décision, vous voyez? Donc, on est dans cette situation où on a des agissements qui ne sont plus du registre de l'état de droit. Voilà. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe et la population se retrouve, toute seule face à un État qui, depuis longtemps, a oublié de s'intéresser à l'intérêt de la dite population. Ouais, c'est ça, parce que tu disais, il y a quelques minutes que de ne pas croire que c'était un intérêt financier qui était caché derrière. Finalement, on va faire la minute complotiste là. Heu, Quel intérêt il y aurait à faire ce genre de choses, si ce n'est l'intérêt financier finalement? Moi, ça me fait tout de suite faire le parallèle, avec, effectivement le covid et ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire, hein. De l'imposition, l'ordre, voilà, faut respecter, faut rentrer dans les clous, faut surtout pas poser de questions et accepter finalement,
tout ce qu'on peut nous foutre comme ça là, pardon pour le terme, mais sans se poser de questions, sans faire de bruit, sans remettre en question et si jamais vous faites ça, c'est que, vous avez des problèmes psy. Enfin, quel serait leur intérêt à faire ça? Tu le disais à l'instant, finalement, ils voient que leur profit, eux, sans se préoccuper du vivant et de l'être vivant. Mais moi, j'y vois autre chose peut-être et je l'ai vu dans les commentaires aussi là à l'instant, le contrôle et la dépopulation aussi. Enfin, est-ce qu'il y a c'est la minute complotiste, mais est-ce qu'il y a un autre intérêt, Frédéric, à tout ça, selon toi? Moi, je vais faire la minute scientifique, hein. C'est très simple, ou la minute, investigation. Parce que à force de nous coller des étiquettes, dès qu'on commence à réfléchir, on est dans une situation aujourd'hui où, commencer à réfléchir, c'est commencer à désobéir. Voilà, et ça déplaît, fortement. Donc la minute scientifique, c'est la chose suivante. C'est pareil pour la minute investigation. Quand, il y a un crime quelque part, le policier qui enquête sur le crime, s'il n'obtient pas de preuves ou trop peu de preuves, qu'est-ce qu'il va collecter? Des indices, et il va observer, comment ces indices, mis bout à bout, éventuellement, pourraient produire un faisceau d'indices, et si par hasard ce faisceau d'indices pourrait être convergent. S'il ne fait pas ça, l'investigateur, je suis désolé, mais il fait pas son travail, hein. Et donc là, très franchement, quand on regarde les moyens technologiques qui sont déployés, la première question qu'il faut se poser: que peut-on faire avec ces moyens technologiques? Jusqu'où peut-on aller? Quelle est l'enveloppe, le domaine d'utilisation de ces moyens technologiques? Voilà, donc bon, on a bien compris que les ondes électromagnétiques, c'était toxique. Bon, à part, les gens illettrés et sous emprise, bon, tout le monde a bien compris qu'il y avait une problématique de toxicité. Pour le reste des pollutions, vous avez bien vu l'entrain, vraiment très dynamique, de l'État et de nos parlementaires pour, réduire le niveau de pollution environnementale. Chacun y va de sa petite dérogation, hein, pour, perpétuer un peu plus, telle ou telle pollution. Quand vous voyez que des industriels ne respectent même pas les arrêtés préfectoraux qui sont édités et qui sont loin d'être coercitifs, qu'il faut des mois, des mois, des mois, des mois pour arriver à une baisse de niveau de pollution autour des complexes, industriels chimiques. Donc vous vous dites: «Bon, il y a une telle complaisance, c'est que bon, ça doit pas trop déranger, hein, que la population soit à ce point-là empoisonnée». Voilà, moi j'observe, hein. Il suffit de regarder les faits, il y a pas besoin de là, c'est, méthode scientifique. Regardez les faits, uniquement les faits. Et quand vous observez que les faits convergent, bah là, il faut amener à se poser des questions, sur l'intentionnalité. C'est, aussi simple que cela. Quel investigateur dans le milieu judiciaire ne ferait pas ce raisonnement-là? Ça s'appelle un faisceau d'indices convergents. Voilà, et parfois, il y a tellement pas de preuves que, eh bien, on est obligé de se fonder sur des faisceaux d'indices convergents, mauvaise nouvelle, hein, la justice, condamne des gens, tous les jours, sur des faisceaux d'indices convergents. Donc je vois pas en quoi le fait de faire l'inventaire de faisceaux d'indices et d'identifier qu'ils pourraient être convergents, pourrait qualifier la personne, de complotiste ou je ne sais quel autre stérilisateur de la pensée, parce que c'est ça l'idée, hein. C'est aujourd'hui la population est tellement en recherche de conformité que l'idée même de se voir octroyer le titre de complotiste l'effraie tellement qu'elle se refuse à penser au-delà. Bon, côté Robin des Toits, ce genre de qualificatif, ça nous impressionne pas, hein. Moi C'est, non en plus et général. j'aime bien l'utiliser, pour rire maintenant et en être fière justement, parce que c'est effectivement se poser simplement des questions. Mais comme tu disais, en fait, nous ne sommes plus depuis longtemps en état de droit. Il y a longtemps qu'on ne nous demande plus notre avis pour quoi que ce soit et en plus, même si on pouvait s'exprimer sur certains sujets, on est, diabolisés, passés, pour, psy. Enfin voilà, il y a plein de choses, qui se Alors mêlent. ça, ce sont des techniques, d'abus de faiblesse, hein, parce qu'il y a une frange de la population, auprès de laquelle ça fonctionne.
donc tant pis pour eux, hein, s'ils se laissent impressionner par le grand méchant loup. Bon, ces techniques, elles sont utilisées, c'est documenté, hein, c'est utilisé depuis l'assassinat du président Kennedy en 1963. J'ai le document de la CIA qui donne par le menu les techniques pour affubler, étiqueter toute personne qui remettrait en question. À l'époque, c'était le rapport Warren synthétisant Ouais, le jour de l'assassinat et les implications des uns et des autres dans l'assassinat du président Kennedy et la fameuse balle magique, hein, parce qu'évidemment, il fallait expliquer des trajectoires de balles qui étaient assez atypiques, des balles qui changeaient de direction, puisque officiellement, il n'y avait eu que 3 tirs. Donc, comme on sait tous maintenant qu'il y a eu entre 8 et 10 tirs ce jour-là, et certains touchants, évidemment, provenant de 3 endroits différents sur la scène du crime, évidemment, il fallait expliquer comment ces trajectoires pouvaient rentrer dans le registre des 3 tirs du pigeon Oswald, puisque même lui, on peut être en droit de se poser la question de s'il était au courant qu'il allait servir de patsy en anglais, pigeon. Voilà. Donc, depuis 1967, donc, l'étiquette du complotisme est utilisée comme ça pour stériliser toute tentation de remettre en question le narratif officiel. Voilà. Donc, maintenant que ouais. j'ai précisé cela, autant dire que nous, ça nous impressionne pas du tout. Et bon, voilà, c'est la vie, hein, Ouais. Ce que j'ai c'est bien comme ça. aimé aussi, c'est que tu nous présentes la démarche scientifique et je suis désolée, ça coupe la parole parce qu'en fait, tu abordes des sujets délicats et quand ça doit être un coup des Russes. À Oui, chaque c'est fois que tu l'ingérence pa russe, bien évidemment. ouais, c'est ça, tout à fait. À chaque fois qu'on parle de sujets délicats, ça coupe, enfin bon, bref. Donc ce qui était intéressant aussi dans ce que tu disais, c'est que justement, la démarche scientifique de juste se poser des questions, poser un diagnostic, faire des éléments qui convergent en fait, hein, des faits et de moi ce qui me semble important aussi, c'est de revenir au factuel, au réel. Parce que beaucoup de personnes et je le dis souvent dans mes émissions, j'ai vécu un truc, cet été complètement hallucinant, entourée de personnes, où je voyais des éclairs arriver, L'orage, d'une oui, colline. tu en as parlé Non mais dans la dernière émission ah avec tu Jean-Philippe l'as Carrère, entendu, que voilà et que je salue. voilà donc et voilà, j'ai vécu un truc en direct en me disant: «Mais c'est pas possible en fait, on le voit, c'est au-dessus de nos tronches» et à chaque fois je prends cet exemple parce qu'il me semble que là c'est gros encore une fois, hein, mais bon, peut-être pour nous parce que nous sommes habitués dans ce truc, mais qu'il faut justement faire de l'éducation et vous essayez aussi, hein, l'association Robin des Toits, d'aller dans les écoles, d'aller dans les centres sociaux, de faire Non, non, les écoles nous un sont peu interdites. Les écoles et nous c'est pour sont ça que j'allais te interdites. poser la question. Est-ce que Les éc vous avez réussi? Parce qu'il faut avoir l'accréditation, mais bien éducation sûr, nationale pour mais rentrer. bien sûr. Alors, si vous êtes Mais bien rentré, sûr. Alors, peut-être devrait-on se déguiser avec des tenues arc-en-ciel pour faciliter l'octroi de cette accréditation, mais nous avons présenté un dossier, très argumenté auprès du ministère de l'Éducation nationale et on nous a fait comprendre qu'il fallait surtout pas recommencer la tentative et que de toute façon, ce dossier ne passerait même pas en commission. Voilà, donc voilà comment, l'État se préoccupe, non seulement il ne fait pas le travail, mais en plus il empêche ceux qui auraient la capacité, la connaissance, le savoir-faire pour, sensibiliser aux risques électromagnétiques. Voilà la situation. Et dans le même temps, ce même État, au sein de l'éducation nationale, contraint, nos jeunes têtes blondes à se doter d'un smartphone dès le plus jeune âge, hein, puisqu'on le voit, incontournable à partir du collège, pour avoir accès via des logiciels comme Pronote, mais je ne suis même pas sûr que ça soit le seul logiciel utilisé pour avoir accès aux emplois du temps, aux localisations des salles, aux communications avec l'enseignant, aux devoirs, et cetera. Bref,
Donc celui qui n'a pas la tablette, la greffe, hein, devrais-je dire, eh bien, il se trouve donc isolé très rapidement puisqu'il n'a pas accès aux vecteurs de communication incontournables. Et après, comme évidemment cette imposition est faite sans encadrement, sans conseil, eh bien évidemment après on vient donner des leçons de morale aux enfants qui ne sauraient pas l'utiliser correctement parce que comme on a affaire à du matériel addictif, évidemment, ça se transforme très vite en comportement addictif et irrationnel. Et donc après, on a beau jeu de venir s'attrister des dérives qui sont tout à fait logiques. Hein. C'est un petit peu comme, j'ai l'habitude de le dire, de faire l'analogie, mais c'est tout à fait vrai. C'est un petit peu comme si on obligeait à nos gamins, on les dotait d'une bouteille de whisky et juste après on allait leur reprocher d'être devenus alcooliques. Voilà, c'est assez incongru comme situation, d'autant que dans l'enseignement, je suis désolé, hein, je vais passer pour le vieux dinosaure de service, mais c'est pas bien grave. Je n'ai pas encore bien compris l'utilité de ces outils, si ce n'est à éventuellement à dégraisser, les effectifs de l'éducation nationale parce qu'évidemment tout ce qu'on se faisait avant par du contact humain, c'est remplacé par, l'outil numérique, l'outil technologique, qui ne dématérialise rien, hein, parce que là aussi j'en profite aussi pour, remettre à jour certaines désinformations hein, qui sont abondamment assénées à la population. Hein. La digitalisation n'est en rien une dématérialisation. Hein. Si vous avez un doute, allez donc écouter les conférences d'Aurore Stéphan, qui est ingénieur géologue, et qui vous expliquera à quel point ces outils technologiques sont voraces en extraction minière et que l'extraction minière, aujourd'hui, elle est tellement tendue comme un string que bien, il faut brasser de plus en plus de tonnage de roches pour extraire de moins en moins de métaux. Et donc, outre la question des pollutions environnementales que ça suscite, il y a la question de l'explosion des coûts de revient. Donc, in fine, Aurore Stéphan alerte sur le fait que, eh bien, cette orgie technologique, il faut pas se faire d'illusions, elle n'est pas faite pour durer. Donc, ce délire, où on est toujours dans le toujours plus, va bientôt finir par s'arrêter. Voilà. Et c'est pas une question de capacité de ressources, parce que des métaux, effectivement, on en trouvera toujours. C'est la question de la dévastation qui va avec. Parce que la dévastation, elle est croissante. Parce que le rendement des mines s'effondre. Et comme dans le même temps, on produit des projets politiques qui sont complètement hors sol, par exemple le tout électrique, par exemple le tout connecté. Alors le tout électrique dans les transports, parce qu'on fait croire au citoyen occidental euh, qui a un niveau d'information insuffisant, on lui fait croire que ça va sauver la planète. C'est l'inverse. On ne fait que délocaliser la pollution par l'extraction. Inutile de préciser que quand on extrait de la roche, il faut la broyer et qu'on la broie pas avec une éolienne. On la broie avec du bon vieux moteur diesel. Donc en résumé, ce que l'on n'a pas comme pollution aérienne dans les villes, parce qu'on utiliserait une voiture électrique, on l'a sur les sites d'extraction. Alors, bon, pour l'instant, le citoyen occidental s'en contrecogne parce que c'est loin de ses yeux, mais viendra le jour pour des questions de souveraineté où ben, on imposera des mines sur nos territoires. Et là, il faudra choisir entre l'eau potable et la technologie. Voilà. Et c'est Et c'est donc, ce que on tu disais, retombera ouais. encore sur des problématiques sanitaires. Ouais, et j'aimerais bien que tu développes un petit peu ça parce que tu le disais en tout début, effectivement, que la personne qui ne se sent pas encore concernée actuellement va se sentir de fait concernée à un moment donné. Et choisir entre le tout connecté et mon électricité ou de l'eau potable, effectivement, c'est quand même important, je pense, de se
de s'y Oui, mais pencher. là, on le voit transparaître parce que maintenant, nos dirigeants, on commence à les connaître par cœur, hein. Ils sont tellement prévisibles et dans leur mode de communication, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui n'est pas dit. Ils disent déjà beaucoup trop de choses et dans le peu qui est dit, ça laisse entrevoir tout le reste. Et en l'occurrence, là, quand on commence à nous parler de souveraineté en termes de ressources, là, il y a du souci à se faire au niveau de l'arrivée de mines, d'extraction, hein, alors les grands métaux, hein, le cuivre, l'or, l'argent, voilà, le zinc. Ceux-là, quand on va avoir besoin de les extraire dans l'Hexagone, par exemple, ça va faire mal. Ça va faire mal à l'environnement. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut, rester sobre, hein. Je dis pas qu'il faut pas produire des dispositifs technologiques, je dis simplement que, plutôt que de forcer à la surconsommation, à changer, son téléphone tous les ans et cetera, parce que moi je vois bien, je me suis doté tardivement d'un téléphone portable puisque on avait supprimé les cabines téléphoniques dans l'espace public. Donc oui, mais mon téléphone portable, c'est moi qui le sonne déjà. C'est moi qui l'utilise, c'est pas lui qui m'utilise. C'est moi qui l'utilise. Il est la plupart du temps éteint et je l'utilise quand j'en ai besoin, c'est-à-dire en mobilité. Quand je suis chez moi, j'utilise mon téléphone fixe. Donc mon téléphone portable, quand, là maintenant ça fait, 12 ans que je l'ai et je vous cache pas la pression, marketing à laquelle j'ai dû faire face. Il faut vraiment être motivé quoi pour refuser les sollicitations. Parce qu'à la première année, à la deuxième année, à la troisième année, à chaque fois, on y va, hein. Tout est bon pour, faire changer de téléphone portable. Bon, bref, donc c'est en ce sens-là, la population a son mot à dire et c'est par ses actes d'achat. On a compris qu'on n'était plus en démocratie puisque quand on passe dans l'isoloir, on élit une clique qui ensuite, fait ce qu'elle veut et en tout cas certainement pas ce qu'elle avait annoncé, au moment de la campagne électorale. Donc, on a bien compris que là, la marge de manœuvre est relativement réduite. C'est plutôt un théâtre, hein, qui est là juste pour donner l'illusion d'un protocole, prétendument démocratique. Bon après on voit ce qu'il y en est fait. Bon tout ça c'est du cinéma. La vraie action, le vrai pouvoir de la population, c'est, sur ses actes d'achat au quotidien. Et donc, si vous tenez absolument à avoir un téléphone portable, ben, commencez par le préserver et surtout par ne pas le changer tous les ans et si vous avez la possibilité de le garder 10 ans, c'est encore mieux. Alors après, vous avez tous les processus d'obsolescence, hein. Puisqu'évidemment, un téléphone d'il y a 10 ans, il n'a pas la capacité de mémoire qui est nécessaire pour aujourd'hui. Donc ceux-là même qui nous expliquent qu'il faut sauver la planète et cetera, sont ceux-là même qui stimulent, Obsolescence des programmée. descente aux enfers. C'est-à-dire que, on laisse prospérer des applications qui sont, de plus en plus gourmandes en espace mémoire. Évidemment qu'un vieux téléphone ne va pas les supporter, vous voyez? Donc, pareil, on prétend que déployer la 5G, c'est pour pouvoir télécharger un film ultra haute définition sur un portable. J'ai toujours pas compris pouvait être l'intérêt de télécharger un film ultra haute définition sur un écran de 12 centimètres de diagonale. Donc voilà, on en est là, on en est là. Donc, je le dis souvent, on nous fait utiliser des technologies, c'est comme si j'utilisais une bombe thermonucléaire pour éradiquer les moustiques dans ma chambre. C'est disproportionné. Voilà et aujourd'hui, le simple fait de le dire, on fait presque bande à part, on est stigmatisé en disant: «Oui, mais lui, il est pas on peut pas refuser le progrès». Mais c'est quoi le progrès d'ailleurs? Est-ce que c'est l'évolution technologique ou c'est, un vrai progrès humain? Et un progrès humain dans lequel, c'est l'homme qui utilise la technologie. Parce que là, aujourd'hui, on est quand même en train d'inverser la situation, hein. On ne mange plus pour vivre, on vit pour manger. On est dans ce niveau de délire. Alors, je pense aux jeunes générations, être, comment dire? S'élever, s'éveiller dans cette ambiance-là, moi c'est juste catastrophique. Si les parents sont pas là pour guider et remettre certaines pendules à l'heure, là j'aimerais pas être à leur place, quoi.
C'est compliqué, c'est compliqué. Il faut savoir bon, pour s'en sortir là, c'est la connaissance, hein, c'est l'instruction. Voilà. Après, certains diraient, le bon sens. C'est vrai. Oui, C'est aussi, ouais. vrai, le bon sens serait déjà très utile. Je précise, hein, que l'instruction ne n'a rien à voir avec l'intelligence, hein. L'instruction, elle enlève juste des prétextes pour ne pas être intelligent. Elle donne des outils de compréhension, l'instruction. Mais après, si vous êtes bête, hein. Voilà. Et justement, tu parles de d'éducation aussi, de la part des parents. Comment faire par rapport, enfin, comment lutter, c'est compliqué, par rapport à toute cette, hyper consommation et ce justement, le fait qu'on nous pousse à moi, je vois tous les jeunes, hein, dans la rue, ils ont les écouteurs, dans les oreilles, le portable, ils sont contents de payer avec le portable. Enfin, je veux dire, demain, on leur dit, on leur parle de puces électroniques où il y aura tout, de greffé, là, sous la peau, ils seront très contents parce que ce sera pratique. Comment on peut lutter contre ça, en fait? Alors évidemment, je Alors j'ai bien conscience qu'on ne alors pourra pas sauver tout le monde, mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? alors il y a déjà des règles de base. Il faut déjà prendre conscience que, l'écran individuel, c'est produit de l'isolement de l'individu. Alors, on a déjà vu ce mécanisme, de base avec l'installation du chauffage central dans les logements. Avant l'arrivée du chauffage central, dans les logements, il y avait une pièce qui était chauffée. J'ai connu ça, hein, donc je peux en parler, et puis il y a des millions de personnes qui nous écoutent, qui ont connu ça également, hein. C'est-à-dire qu'on se rassemblait, toute la famille était rassemblée autour du foyer et on passait la soirée autour du foyer, se tenir chaud, et on discutait, voilà. Donc, par ce biais-là, il y avait la communication, intrafamiliale. Avec l'arrivée du chauffage central, on a chauffé toutes les pièces de la maison et du coup, ce rendez-vous quotidien autour du foyer, s'est perdu. Ensuite est arrivée la télévision, devant laquelle, il fallait se taire parce qu'il fallait écouter la télévision et donc, alors au départ, la télévision était dans les cafés, ensuite, elle est arrivée dans les foyers et ensuite, on en est venu à l'ordinateur portable, qui a été un ordinateur d'abord familial et ensuite individuel, et puis maintenant le téléphone portable qui est l'écran. On voit la décomposition, hein. On passe d'une entité collective et on individualise l'objet. Et ça fait que la personne se retrouve toute seule face à son écran et que paradoxalement, avec des outils qui sont censés permettre de communiquer, eh bien, on arrive au paradoxe suivant, c'est que justement, il n'y a jamais eu aussi peu de communication, notamment dans le noyau familial. Donc, pour répondre à la question de comment on fait, eh bien, il faut réinstaurer des rituels sans écran à la maison. C'est la base. Si vous ne faites pas ça, c'est même pas la peine d'essayer de commencer quoi que ce soit. Donc, instaurer un rituel sans écran, c'est-à-dire le repas, par exemple. Moi, je vois des personnes au restaurant, c'est assez effrayant comme situation. Vous avez des personnes qui sont en vis-à-vis, en face à face, chacun avec son portable posé sur la table et personne ne parle évidemment, chacun est concentré sur son écran comme sous emprise sectaire. C'est ce que j'avais évoqué à Castres, hein, on a là l'écran est ni plus ni moins le tout connecté, ça n'est rien d'autre qu'une, emprise sectaire, hein, voilà. J'invite les gens, je ne vais pas les décliner, à voir tous les critères de la dérive sectaire et de l'emprise sectaire, on est pile dedans. Voilà, il y a pas un critère qui sort du lot. Voilà, tout est bien, coché et d'ailleurs je m'étonne, puisqu'en France nous avons une entité qui s'appelle la Miviludes qui s'illustre régulièrement pour intervenir, dans le débat public. Beh, là on ne la voit pas intervenir curieusement, c'est assez étrange. J'aimerais voir la Miviludes venir, mettre de l'ordre dans cette dérive sectaire, qui consiste à faire baisser les yeux, faire baisser la tête de l'ensemble de la population, au point qu'elle est, sous hypnose de son écran et que maintenant, tout le monde les voit dans la rue, tous ces zombies qui marchent, qui n'osent même plus lever la tête, ils préfèrent même garder la tête sur leur écran, même au risque de se faire écraser, parce que finalement, c'est presque secondaire, hein. L'essentiel, c'est vraiment de garder le contact avec l'écran parce que j'entendais une adolescente, un jour dire: «Mais mon téléphone portable, mais c'est toute ma vie!» Voilà. Ouais, mais Voilà où on en est, ouais, je le l'entends. vide sidéral. Le vide Mmh. sidéral
Et pourtant, c'est technologique donc on aurait pu penser que le progrès humain serait au rendez-vous. C'est l'inverse qui se passe. Voilà. Et dans les autres préconisations, qu'est-ce que tu nous avais partagé aussi? Parce qu'il y a des personnes qui demandent, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour se protéger? Tu nous avais parlé des cages de Faraday qui justement ne protègent pas, si je me rappelle bien, si j'ai bien pris des notes, des ondes électromagnétiques, mais que des ondes électriques. Enfin, il y a des choses à faire, peut-être aussi Alors, débrancher dans les le les pièces, oui, les la cage de Faraday ne protège pas du champ magnétique, mais elle protège du champ électrique. Voilà, pas pour résumer, dans les pollutions électromagnétiques, vous avez 2 composantes, une composante électrique, une composante magnétique. Donc, si déjà vous arrivez à traiter la composante électrique, c'est déjà très bien. Bon, au détail près que la cage de Faraday, elle doit avoir un maillage, beaucoup plus fin que la longueur d'onde dont on essaie de se protéger. Donc là, on rentre un petit peu dans la technique, hein, ça veut dire en clair que là, on arrive avec des ondes dites millimétriques, forcément, avec, la 5G et plus, hein, puisque il faut que les gens comprennent pourquoi on est dans la surenchère de l'augmentation des fréquences électromagnétiques. C'est lié au débit de données que l'on essaie de transmettre, par les objets technologiques. Voilà. Au départ, avec la 2G, le téléphone était là pour transmettre la voix. Donc ça suffisait pour transmettre la voix, des bas niveaux en fréquence, hein, autour de 700 MHz, 700-900 MHz. Ça traversait bien les obstacles, ça traversait bien les murs et pour transporter la voix, c'était parfait. Voilà. Ensuite est arrivée la 3G avec, les SMS et internet. Donc on est monté en fréquence, hein, 1800, MHz et ainsi de suite et donc à chaque fois qu'on rajoute de la technologie, on est obligé de monter en fréquence pour permettre de transférer des débits, des volumes de données dans le temps équivalent d'avant, des volumes de données beaucoup plus importants qu'avant. Voilà, c'est ça l'idée. C'est pour ça que l'enjeu est essentiel de comprendre que a-t-on vraiment besoin de cette surenchère de transfert de volume? Voilà, paraît-il, parce que dans les éléments de langage des perroquets là, qui essaient de nous donner des leçons parce qu'ils pensent qu'on est illettrés, qu'on ne s'est pas instruit sur le sujet, ils nous disent, «Ouais, vous pouvez pas refuser la 5G parce que vous vous rendez compte, vous êtes bien content d'appeler les secours quand vous êtes en rase campagne». Alors, déjà, premier élément de réponse, les gars, si vous aviez pas supprimé les cabines téléphoniques déjà, on s'en serait porté que mieux. Puis deuxièmement, si vous avez besoin d'appeler les secours, vous les appelez pas avec, internet, vous les appelez avec, votre voix et dans ce cas-là, la 2G suffit largement. Donc là, personne n'a besoin de 5G en définitive, hein, ou de manière très, très minoritaire. Voilà, ces technologies-là, il faut remettre, le débat au cœur du problème, hein, ce sont des technologies de mobilité. La plupart des gens utilisent ces technologies, en sédentaire et c'est là que ça commence à ne pas aller. On utilise des technologies qui sont notoirement toxiques, qui présentent plein de défauts, y compris des débits qui sont très inférieurs aux connexions filaires, sécurité informatique très inférieure aux connexions filaires et on voudrait qu'on utilise ça dans tous les contextes et les usages, en particulier dans des bâtiments bien fixes. C'est juste irrationnel. C'est juste irrationnel. On nous parle de science, mais alors là, on est, au degré zéro d'application scientifique et technologique. Voilà. Donc on voit bien que la focalisation sur une technologie de communication unique, de manière à rendre le vecteur de communication unique, est plus là pour des motivations de contrôle et d'asservissement que pour des motivations de robustesse du système de communication. Chacun aura compris que si on multiplie les solutions technologiques avec des failles qui leur sont propres, mais dans des domaines bien différents, on aura tendance à robustifier le système de télécommunication. Là, en imposant un système de télécommunication unique pour tout le monde, quel que soit le contexte et les usages, avec une faille donc unique le jour où il y a une panne d'électricité, par exemple, c'est terminé les communications. Vous voyez, il faut ceux qui nous disent vous refusez l'installation d'un pylône, mais comment allez-vous faire pour appeler les secours? Mais les gars, avec les lignes filaires
avant, même en cas de panne électrique, on avait toujours le téléphone. Le réseau téléphonique commuté fonctionnait avec, de la basse tension et avec une autonomie, dans les centrales qui était suffisante pour durer plusieurs jours. Là, aujourd'hui, les pylônes, quand il y a une coupure d'électricité, le pylône, il a au mieux 24 heures d'autonomie et après 24 heures, les communications téléphoniques, terminées. Donc voilà où on en est. Imaginez un blackout. Imaginez, par exemple, quelque chose qui n'arrivera jamais en France, parce que c'est déjà arrivé ailleurs, mais comme les Français sont déjà beaucoup plus intelligents que les Espagnols, c'est arrivé en avril de l'an dernier en Espagne. Voilà. Et donc, comme en France, on est beaucoup plus intelligent qu'en Espagne, forcément, ça n'arrivera jamais en France. Donc, imaginez cette situation, on aura l'air malin. On aura l'air Ouais. très malin. Mmh. Voilà. Petite anecdote, hein, il s'en est fallu d'un cheveu que l'effondrement, le blackout espagnol se propage à la France. Ça s'est joué à 30 secondes près. Ça s'est joué à 30 secondes près. Voilà. Parce que tout le monde est parfaitement au courant, de l'effet domino qui a eu lieu ce jour-là en Espagne. On fait semblant d'avoir besoin 6 mois d'investigation, mais croyez bien que ceux qui connaissent le sujet ont décortiqué ce qui s'était passé. Et donc à trop vouloir utiliser des moyens technologiques trop dépendants de l'électricité, on rend vulnérable tout un pan de la société parce qu'évidemment, à trop s'habituer à ces dispositifs qui ne fonctionnent qu'avec de l'électricité, le jour où il y en a plus, eh bien, on n'a pas le plan B. Nos anciens, eux, connaissaient le plan B parce qu'ils avaient vécu sans électricité. Nous, aujourd'hui, sans électricité, ça va être panique à bord parce que tout est, dépendant, il n'y a pas de plan B. Dans tous les dispositifs qu'on peut utiliser, il n'y a rien de prévu pour, justement, remettre un minimum d'autonomie dans les villes, dans les foyers et cetera, pour, a assurer une résilience. Parce que ce dont on est en train de parler, c'est la résilience d'une société, hein. Bon, la résilience, on a vu qu'elle s'effondrait avec l'effondrement du système hospitalier, hein, puisque bon, si vous effondrez la capacité du système hospitalier à absorber, par exemple, des vagues de tableaux cliniques, hein, pour être large, hein, je ne focalise pas sur certains événements, mais pour être vraiment très large, quand on assiste à des vagues de tableaux cliniques, voilà, il faut avoir une infrastructure hospitalière, avec, de la main-d'œuvre, avec, des gens compétents, spécialisés, opérationnels, vous voyez? Bon voilà, ça suppose de les former. Bon, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. On voit bien qu'on crée toutes les conditions pour faire fuir les gens. Donc non seulement on les paie pas correctement, on les submerge de charges de travail et on les forme pas correctement en plus, ce qui fait qu'ils sont encore plus inefficaces, ce qui a alourdi encore leur rendement et derrière, en plus, on les submerge de phénomènes, liés à la technologie. Les déploiements technologiques, ils ont un effet sur la santé publique. Donc, moi je c'est consternant de voir, notre élite politique, donner des leçons de morale sur le fait que les Français consommeraient trop de systèmes de santé. Si vous voulez commencer à résoudre la problématique de la consommation du système de santé, il faut arrêter de polluer la population, il faut arrêter de l'empoisonner avec divers polluants, Et notamment les ondes électromagnétiques. tu disais aussi surtout, si vous êtes malade finalement et électrosensible ou hyper électrosensible, n'allez surtout pas dans les hôpitaux parce que alors là, c'est, canardage, à tous Oui, les étages. oui, il y a un tel niveau d'ignorance, dans le système de santé que, heu, on est dans une, c'est une religion, c'est paradoxal. Encore une fois, là, on va faire l'inventaire des paradoxes, hein. On est soi-disant dans une société laïque, mais elle n'a jamais été aussi religieuse qu'aujourd'hui, avec des dogmes, notamment, les ondes électromagnétiques n'auraient aucun effet sur la physiologie. Bon, alors donc partant de là, ben, on utilise, notamment dans les hôpitaux, tout un tas de dispositifs qui émettent des ondes électromagnétiques, basse fréquence, radiofréquence et cetera. On déploie, parce que les hôpitaux, comme chacun sait, le bâtiment bouge, hein. Donc, comme le bâtiment bouge,
on ne peut pas installer de câblage évidemment, parce que le câblage, ça fonctionnerait pas, vous voyez? Et donc, on installe de la Wi-Fi. Alors, les couloirs sont pollués par la Wi-Fi et puis ça ne suffit pas, donc il faut installer un téléphone sans fil, donc le DECT, le fameux téléphone sur socle que le corps médical, infirmier, le médecin ont sur eux et donc ça émet en permanence parce que le téléphone, il communique en permanence, que vous soyez en contact téléphonique ou pas avec, la base, il communique, il émet des ondes en permanence et la personne, elle l'a sur le corps et après, elle se demande pourquoi elle est fatiguée. Mon Dieu. C'est voilà, mais il y aurait tout à reprendre et alors le pompon, ce sont les lits médicalisés. Comme évidemment, on ne forme pas non plus les électriciens correctement, les lits médicalisés, elles ont des moteurs électriques, donc ils sont branchés au secteur. Mais ça supposerait qu'il y ait une terre électrique, dans l'hôpital qui tienne la route et comme c'est pas le cas, le lit médicalisé, comme il est métallique, il rayonne les parasites du réseau électrique. Donc vous avez le patient qui est sur son lit, qui se trouve entre les deux points de contrôle, puisque vous avez, une tablette de contrôle du lit médicalisé pour faire monter le dossier et cetera, de part et d'autre, à gauche et à droite du lit. Donc entre ces 2 situations, vous avez un rayonnement électromagnétique basse fréquence sur le patient. Donc il a de la radiofréquence avec la Wi-Fi et le DECT, plus la basse fréquence, au niveau des points de contrôle de son lit. Mais je l'ai mesuré ça, c'est pas on m'a dit, je l'ai vu de mes yeux vus. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Heu, Ce genre d'alerte, les associations comme Robin des Toits, le font, mais voilà, mais bien sûr que personne nous écoute. Personne nous écoute. Voilà, c'est ça en devient, maintenant, enfin, c'est un vrai scandale, un vrai scandale et quand je pense que ces gens-là osent nous donner des leçons de morale sur, qu'est-ce qu'est la science? Oui, qu'est-ce qu'est la science et qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce que voilà, finalement, qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Enfin, on le voit de plus en plus et j'ai bien aimé ce que tu viens de dire, hein, finalement, cette société, dite laïque, on n'a jamais eu autant de dogmes et de religions, et c'est vrai et on le voit sur tous les aspects finalement, en tout cas, dans notre société française, enfin moi j'ai du mal à trouver quelque chose qui va bien malheureusement, qui fonctionne Alors bien. Il y a une volonté politique derrière tout ça. oui, c'est les fameux faisceaux d'indices convergents, hein, que j'évoquais tout à l'heure, hein, puisque, nous sommes dans la minute scientifique, hein, la minute méthodique, la minute factuelle. Voilà, moi j'aime bien les faits concrets. Et donc, il y a une seule chose qui m'irrite au plus haut point, c'est quand on me prend pour un imbécile. Voilà. Et donc là, bon, au bout d'un moment, je veux bien être gentil, mais là, quand on commence à me marcher sur les godasses, c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle où j'ai rejoint, Robin des Toits à titre personnel, hein. Parce que bon, l'alerte sur la pollution électromagnétique, je l'ai perçue dès 1998. C'est une chercheuse du CHU de Montpellier, Madeleine Bastide, qui a fait une étude sur, une cohorte, d'œufs, de poules en couveuse. Il y avait la cohorte, exposée aux ondes électromagnétiques avec un téléphone portable en émission dessus et puis la cohorte sans exposition à part. Et elle avait montré qu'elle inversait le taux de mortalité, des œufs, à la capacité à produire des poussins, dès lors qu'on les exposait à des radiofréquences de téléphonie mobile. Voilà, donc bien entendu, j'ai bien compris que, le l'œuf de poule n'est pas l'humain. J'ai bien compris, parce qu'il y a toujours des gens, bienveillants qui savent nous rappeler les fondamentaux scientifiques pour nous dire, «Ah mais, vous n'allez quand même pas comparer, le développement d'un œuf de poule avec la complexité de la physiologie humaine». Certes, certes, certes. J'ai aussi entendu parler de la mitose, de la méiose, c'est-à-dire de la multiplication cellulaire et que ces mécanismes, que ça soit un poulet, que ça soit un homme, ce sont les mêmes.
les mêmes mécanismes et que si on interagit avec ces mécanismes de division cellulaire, eh bien, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Là, on le voit bien, hein. Et puis, depuis 1998, cette expérience a été renouvelée maintes fois et confirmée. Voilà, donc, j'étais depuis très longtemps, sensible, éveillé par rapport à ce risque-là et puis, lassé d'entendre toujours, les mêmes discours, circuler, il y a rien à voir. J'ai voulu par moi-même aller lire, découvrir la littérature scientifique, l'état de l'art en quelque sorte. Voilà, et comme j'ai cette chance de ne pas être complexé quand il s'agit d'investiguer dans la littérature scientifique, même, quand elle est rédigée en anglais, eh bien, là, j'ai découvert des choses hallucinantes, c'est-à-dire des choses complètement aux antipodes de ce que l'on nous annonçait dans les médias oligarchiques subventionnés avec nos impôts. Voilà. Et donc, à force de cumuler des synthèses de publications scientifiques, c'est là que je me suis dit à un moment donné: «Tiens, je vais commencer par animer des interventions publiques pour, réinformer la population sur, la réalité, des phénomènes qui sont à l'œuvre». Voilà, et aujourd'hui, je ne fais que confirmer, hein, les 1 observations du début. Évidemment, je suis arrivé à un tel niveau de spécialisation que, j'attends encore, quelqu'un de très compétent, qui sera en capacité de me montrer que ce que j'ai vu, je ne l'ai pas vu. J'attends. Voilà, et donc au sein de Robin des Toits et du comité scientifique, on est plusieurs spécialistes, chacun dans son domaine, on échange nos informations, on grandit ensemble. Voilà, c'est un travail collaboratif et on est, comme chacun sait, on est toujours plus intelligent à plusieurs. Et donc, on a, une expertise désormais, qui fait qu'on n'a rien à envier à tous les ministères de la création, hein, qui sont en train à force de fonctionner sur des dogmes, ils ont complètement perdu la compétence. C'est ça qu'on observe, hein. C'est-à-dire que, dans les organes officiels aujourd'hui, on a un tel décrochage du fait de cette religion du déni, il y a un tel décrochage de la connaissance qu'aujourd'hui, la compétence, elle est plus dans les ministères, hein. La compétence, elle est dans le tissu associatif, clairement, hein. Ça, il faut en prendre Ouais, conscience. ouais Les et experts ne sont pas dans les entités officielles. C'est clair et c'est très net. Et en plus, il faudrait de surcroît se poser la question du lien d'intérêt des fameux experts dans les entités officielles, hein, oui, parce que évidemment. chacun aura compris que la recherche se finance avec des espèces sonnantes et trébuchantes et que si on veut avoir le laboratoire financé, il faut éviter de tenir un discours, une position qui serait trop acide vis-à-vis des intérêts des uns et des autres, Ah bah, hein. oui, oui, Tous ceux qui ont respecté l'éthique scientifique ont vu leur financement, supprimé l'année suivante. Voilà l'état de la recherche en France. C'est assez catastrophique. Quand on voit qu'en plus, le budget d'une société comme Google est à lui seul au moins 10 fois supérieur à celui de tout le CNRS français, il y a des questions à se poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je on a à la fois l'effondrement de la connaissance scientifique et technique au niveau étatique, mais les moyens mis en œuvre sont aussi en totale asymétrie avec ce que sont capables de produire les multinationales. Donc le pouvoir aujourd'hui, il n'est plus étatique, le pouvoir, il est au sein des multinationales. Ça, faut l'intégrer. C'est pour ça que, hem, les dans les tabous à corriger aujourd'hui, la plupart des gens, se cramponnent à l'idée que l'État serait là pour le bien de l'intérêt collectif. Heu, il est tellement noyauté par des lobbies divers et variés qu'il ne peut plus jouer ce rôle-là d'intérêt collectif et que c'est la puissance financière qui fait la loi. Donc on est dans la loi de la jungle. C'est pour ça que d'entrée, je parlais de l'état de droit est terminé et c'est désormais la loi de la jungle. Quand en 2011, quand en 2011
il y avait de plus en plus de recours au pénal pour faire enlever des antennes radiotéléphoniques dans les villes. L'État, sous l'emprise des lobbies, a fait intervenir le Conseil d'État pour empêcher les recours au pénal et focaliser les recours aux tribunaux administratifs sur le droit de l'urbanisme. Et donc empêcher d'agir sur le fondement de l'enjeu sanitaire. Puisque au tribunal administratif, selon le droit, le code de l'urbanisme, on ne peut pas utiliser des arguments sanitaires, on ne peut utiliser que des arguments du droit de l'urbanisme. Donc l'État a créé cette situation d'empêchement et après on voit des dérives ici ou là où des gens acculés, désespérés, en viennent à s'en prendre au matériel technologique, ce qui est illégal, mais le premier responsable de cette situation, c'est l'État. Et l'autre volet de la chose, c'est les personnes qui sont en situation d'électro-hypersensibilité, les plus atteints, sont dans un tel niveau de désespoir que certains en arrivent au suicide. Et nous, dans le milieu associatif, on a ça toutes les semaines. Donc la meilleure façon d'éviter ce genre de situation extrême, c'est comme avec la cigarette. La meilleure façon de s'arrêter de fumer, c'est de ne jamais commencer. La meilleure façon de ne pas devenir électro-hypersensible, c'est d'avoir une attitude la plus sobre possible vis-à-vis de ces technologies-là et de les utiliser pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des solutions technologiques de mobilité et absolument pas des bonbons qu'on engouffre sans aucun discernement. En particulier, il est nécessaire pour les parents, là on revient sur la solution, de montrer l'exemple vis-à-vis de leurs gamins. Aujourd'hui, on est en situation où les parents, recherchent des solutions, mais il faudrait qu'ils commencent par montrer l'exemple à leurs gamins et arrêter d'utiliser, comme des drogués, des technologies qui n'ont rien à faire dans un logement. Je le répète, un téléphone portable, c'est une solution technologique de mobilité. Ça n'a pas lieu d'être utilisé dans un logement, voilà, qui par définition est fixe. Donc, des solutions, c'est remettre des rituels, inciter les enfants à décrocher par rapport aux écrans. Pour décrocher par rapport aux écrans, vous leur donnez un livre. Ça aura plusieurs vertus en plus le livre. Le livre, ça enrichit le vocabulaire et le vocabulaire, c'est la fondation de la réflexion. Si vous voulez faire un citoyen de vos enfants, des citoyens, eh bien, il faut les cultiver avec de la lecture sur papier, de manière à ce qu'ils puissent maîtriser une richesse sémantique et qui leur permettra d'élaborer des réflexions subtiles. Aujourd'hui, avec l'effondrement du patrimoine sémantique, on a l'abêtissement, l'abrutissement de la population. Et alors, quoi de mieux qu'une population abrutie pour mieux la servir? C'est ça, hein. Voilà. Encore une fois, la C'est une boucle est question. bouclée, hein. Eh oui, C'est une question de logique. On retombe sur les eh oui. faisceaux d'indices convergents. Il y a pas besoin d'être grand clair pour se rendre compte de à quelle, motivation, ces déploiements sont utilisés. Durant la conférence à Castres, que j'invite, les gens à aller voir, hein, elle est sur Agora TV. Ouais. Je parlais des guerres de l'opium. Mmh. Quand l'Empire britannique a voulu déstabiliser la Chine pour prendre la possession des comptoirs, hein, notamment Hong Kong, hein. Hong Kong, enfin pour ceux qui se rappellent un petit peu, Hong Kong était un comptoir britannique et donc pour prendre la possession de ces comptoirs, eh bien, il fallait déstabiliser la société chinoise. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont, utilisé la production d'opium, qui était réalisée dans le nord de l'Inde, qui était une colonie britannique et ils l'ont, distribué, ils l'ont amené, sur la Chine pour déstructurer la société chinoise avec un vecteur addictif, voilà. Ils ont refait la même chose, en Amérique du Nord avec les sociétés indiennes, hein, puisque là, c'était l'alcool, c'était pas l'opium, c'était l'alcool, mais ça a marché tout aussi bien. Voilà. Donc, en résumé, l'histoire
est riche d'enseignements. Quand vous voulez déstabiliser une société et en prendre la main dessus, vous disséminez dans cette société, des vecteurs addictifs. Alors ça peut être, la bouteille d'alcool, là, aujourd'hui, nous, c'est les tablettes. Voilà. Il faut pas être dupe, faut pas être dupe, surtout quand vous voyez le peu d'empressement pour retirer ces dispositifs, des plus jeunes. Voilà et comme, il y a pas le comment dire? L'avertissement auprès des parents pour dire à quel point, ces technologies sont toxiques. J'ai vu dernièrement un petit transat pour les bébés. Vous savez, ces petits transats avec un arceau devant, avec des objets, tridimensionnels pour que le bébé commence dans ses premiers mois, à appréhender les 3 dimensions et qu'il se rende compte que: «Ah ben tiens, ça c'est une boule, ça c'est un cube» et cetera. Bref, eh bien, j'ai vu ce même genre de dispositif maintenant avec une tablette en Ah super, bidimensionnelle, une tablette comme un téléphone portable, voilà. Donc, génial. évidemment, quoi de mieux que d'endoctriner une population dès le plus jeune âge, comme ça, elle se rend même plus compte, du caractère addictif du truc puisqu'elle aura toujours vu l'objet bidimensionnel C'est et ça. développer un cerveau en bidimensionnel, c'est pas la même chose qu'évidemment en 3D. Pareil, remplacer l'apprentissage de l'écriture par taper sur un clavier, ça ne développera jamais le cerveau, motricité fine incluse. On ne produira certainement pas les mêmes effets, vous voyez? Donc, en gros, c'est comme le Canada Dry, on n'a pas les mêmes citoyens en face après, hein. C'est ça d'extérieur, c'est comme la tomate, hein, la tomate, cultivée en régime intensif, ça a l'aspect de la tomate, mais c'est que de la flotte à l'intérieur. Ouais. Voilà et donc, si on veut une population avec un cerveau rempli de flotte, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Merci Frédéric pour tout ça. Du coup, peut-être, dernière question, est-ce que tu es optimiste quand même malgré tout? Alors oui, très optimiste parce que, comme je le disais, en préambule, le délire là, auquel on assiste, ben, du fait des contraintes sur l'extraction minière, heu, on va bien finir à un moment donné par se prendre la porte dans la figure. Voilà et donc il faut bien réaliser que ce que nous vivons aujourd'hui là, cette orgie, technologique, n'est que momentané, ça n'est que transitoire, hein. Il faut bien se rendre compte qu'avant les décisions politiques du tout électrique, du tout connecté, et donc qui à eux seuls là, produisent, un besoin vorace en matières premières. On avait déjà un système minier qui était en tension parce que l'industrie traditionnelle, elle avait déjà besoin de métaux, de matières premières en quantité qui était déjà à la limite des capacités. Donc, ce à quoi on va assister, c'est à une explosion des prix des matières premières et donc va se poser la question du pouvoir d'achat des sociétés. En fait, on va assister à un croisement de 2 courbes. L'augmentation de la difficulté à aller chercher la matière première, on est comme, face à un cerisier. Les 1res cerises, à cueillir, c'est les moins chères, il y a pas besoin d'échelle, hein. Il suffit de tendre le bras et on a les cerises et puis une fois qu'on a ratiboisé tout l'arbre à la base, il faut acheter une échelle pour aller chercher les cerises en l'air et ce dont je suis en train de parler, c'est que l'échelle en question, elle coûte, la peau des genoux. Voilà et alors sans compter la peau des genoux, elle va coûter dans l'environnement avec des dévastations irréversibles, hein. Parce que quand on creuse un trou pour aller chercher, des métaux, il y a pas une mine d'or ou une mine de cuivre. Il y a une cohorte de métaux et ces nappes de roche dans lesquelles on va aller chercher ces cohortes de métaux, elles sont, croisées, par des nappes phréatiques et donc forcément quand on fait un trou, eh ben, on va mélanger, tout un tas de polluants parce qu'au milieu, il y aura de l'arsenic, il y aura tout un tas de joyeusetés, du plomb et cetera, bref et donc on va polluer nos nappes. Ce que l'on fait déjà à l'étranger et que l'on fera bientôt là. Donc ça pourra pas passer.
Ça ne pourra pas passer. Dans le même temps, vous aurez l'explosion des prix, donc vous aurez affaire à des dispositifs technologiques qui sont, comment dire? Hors d'atteinte en termes de budget. Regardez ce qui se passe avec la voiture électrique. Regardez aujourd'hui pour acheter une voiture normale, thermique, et vous avez rien, en neuf, vous avez rien à moins de 20 000, 25 000 €. Mais qui peut se payer ça? Et là, la voiture thermique. Alors la voiture électrique, c'est le pompon. Alors évidemment, il y a l'État qui vient aider avec des subventions, mais l'État, c'est nous, c'est nos impôts et après les mêmes viennent nous dire qu'il va falloir rembourser la dette, vous voyez? Ouais, c'est Donc ça. Et qu'on et comment on est, comment c'était le terme? Inconscient et qu'on dépense trop? Je sais plus comment c'était, c'est inconséquent, merci. J'ai bien aimé. Ouais, c'est pas mal ça. inconséquent, voilà. On est alors là, j'invite, les gens qui nous regardent à aller voir, une vidéo de Slobodan Despot sur, l'analogie avec, le l'ogre et les petits poucets. Nous Ouais, sommes nous sommes dans une situation colonisation, c'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons vécu la sphère occidentale a vécu au crochet des colonies, en termes de ressources et de financement et ces colonies, aujourd'hui, elles ont, acquis leur émancipation plus ou moins, réelle, mais, on peut de moins en moins facilement, s'appuyer dessus et aujourd'hui les suivants dans la liste, bah, c'est nous. C'est pour ça, eh ils oui. parlent colonisation et ils parlent des petites filles de l'ogre qui, n'ont jamais posé la question à leur papa, vorace et glouton, d'où venait la viande, succulente qu'il leur servait, à manger à midi et elle leur posait tellement jamais la question qu'un jour, Eh par oui. un malencontreux concours de circonstances, elles se trouvèrent elles-mêmes, hem, éliminées par leur papa qui pensait pas que c'était leur fille et cetera. Bref, chacun connaît la fable, l'histoire et c'est ce qui est exactement en train de nous arriver et Slobodan Despot vraiment, chapeau, hein. Ouais, C'est un philosophe, hein, c'est pas mmh, simplement un journaliste, c'est un philosophe ouais, j'en et recommande aussi. il publie, donc toutes les semaines l'Antipresse et accessoirement, il fait une capsule, vidéo, toutes les semaines, où il explique cela. Alors là, ce à quoi je fais référence, c'est une capsule, qui a facilement 1 an ou 2, mais l'analogie est là, hein. Il a bien vu la chose, hein. Nous sommes dans la situation des petites filles de l'ogre qui ne se sont jamais posé la question d'où venait la viande, d'où venait la richesse et on on a fonctionné au-dessus de nos moyens, et aujourd'hui la sobriété, même l'idée de la sobriété, on le voit, la question est même jamais abordée. On est toujours dans le toujours plus produire. Par exemple, quand on aborde la question de l'énergie renouvelable, il faut toujours concevoir des systèmes renouvelables qui produisent en aussi grande quantité que les systèmes, traditionnels, à base de charbon, de fioul ou de nucléaire. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle, hein, le nucléaire, c'est pas de l'énergie renouvelable, hein, c'est la source est minière, donc c'est le nucléaire, c'est comme les hydrocarbures, comme le charbon, c'est pareil. Avec, quand on nous dit que, ouais, ça produit pas de CO2, alors déjà, tu as pas regardé le cycle de production complet, hein. Tu ne regardes que l'utilisation en termes de production, d'électricité. Puis ensuite, quand on regarde le rendement d'une centrale, nucléaire en termes d'électricité, si on arrive à 30 par rapport à pour produire de l'électricité et par rapport à toute la chaleur qui est dégagée, parce que le nucléaire, c'est juste, une manière assez dangereuse de faire fonctionner une machine à vapeur, hein, quand même, hein. Donc, on n'a jamais regardé les aspects efficacité et sobriété.
On essaie toujours de produire en grande quantité et chacun saura comprendre que, l'énergie la moins chère, la plus efficace, c'est celle dont on n'a pas besoin. Donc on revient à la question des besoins réels de la population et on revient sur la question de la 5G. Personne n'a besoin de 5G, personne de rationnel n'a besoin de 5G. Alors que des industriels aient besoin de 5G, ça je peux l'entendre. Mais si on réduit l'utilisation de la 5G, aux activités industrielles, c'est pas la même chose que de le déployer sur l'ensemble de territoire et en plus avec la religion du zéro zone blanche. Parce que alors là, c'est le Ouais. pompon. Aujourd'hui, on est tellement dans la religion qu'il faut supprimer toute zone dans laquelle, on n'aurait pas accès au progrès, technologique évidemment, parce que le Oui, progrès oui, oui, humain, personne ne se pose la question. bien sûr. Donc, voilà, donc il faut remettre ces choses-là. Bon, mais la bonne nouvelle, hein, puisqu'on était dans la question, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Bien sûr, tout ce délire-là va s'arrêter. Soit pour des questions économiques, parce que les 2 courbes vont se croiser, hein. Les coûts de production vont croiser le pouvoir d'achat, des gens qui vont pouvoir acheter. Alors des gens, non, je mets les collectivités, les individuels et cetera, bref. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La seule question qui reste, c'est que, ce croisement, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver et donc on a le temps encore de produire des dégâts irréversibles, tant sur l'environnement que sur la population. Voilà et c'est bien là le grand drame. Donc Mmh. c'est la raison d'être des associations comme Robin des Toits, mais il y en a plein, hein, d'associations, qui agissent, sur le sujet des ondes électromagnétiques, hein, je pense en particulier à l'association Zone Blanche. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à Michel Rivasi. Michel Rivasi, quand j'étais gamin, au moment de l'accident de Tchernobyl, c'est elle qui a alerté, le public français sur le fait que le nuage avait bien traversé la frontière avec Ah son oui. association que je salue, la CRIRAD. Voilà, donc merci, mille merci. J'avais eu l'occasion une fois de lui dire entre 4 yeux et on la remerciera jamais assez, Michel Rivasi, pour, tout ce qu'elle a fait. Ensuite, elle a cofondé le CRIREM, qui est l'équivalent de la CRIRAD. Le CRIREM, mais c'est orienté sur les ondes électromagnétiques non ionisantes. Voilà, donc qui fait partie des associations qui œuvrent aujourd'hui pour, heu, pour justement, informer et conseiller autour de ces problématiques-là. Donc on a besoin de gens du calibre de Michel Rivasi. Et nous, on a besoin, comme tu disais, de vrais experts, de vrais scientifiques, de personnes qui savent de quoi elles parlent et effectivement d'associations comme Robin des Toits et des autres et Michel Rivasi qui a été exemplaire aussi pendant le Covid, hein. Mais en tout cas, il faut faire circuler la parole. C'est pour ça ah oui, j'ai un petit Et message, il faut qu'on arrête, on a il dépassé le faut qu'on temps. arrête et j'en profite, j'insiste, lourdement, il faut que ce message passe, quand même, parce que Michel Rivasi, pendant le covid, elle se sentait bien seule, La gauche, elle y était Oui, pas oui, là, bien pour sûr. soutenir Michel Rivasi, Elle me Oui, l'a oui. dit, c'est pas on m'a dit, c'est Michel Rivasi m'a dit, entre 4 yeux, qu'elle regrettait de ne pas avoir été aussi soutenue par ses collègues de gauche Eh oui. Mmh. et alors sur le sujet électromagnétique, c'est le silence radio, Sur le Mmh. sujet électromagnétique, la classe politique est aux abonnés absents, complètement, Voilà, Ouais. donc est-ce que ceci aurait un lien d'intérêt, comment dire? Un lien avec les liens d'intérêt? Je ne sais pas, mais il faut Non, on pose s'interroger. juste la question. Quand, il y a des Mais anomalies, ça c'est la logique du scientifique en astrophysique. Quand on fait de l'astrophysique, quand on observe une trajectoire que l'on n'arrive pas à expliquer dans le décor que l'on connaît, on sait de suite qu'il y a une interaction avec un objet qu'on n'a pas encore identifié et qui peut s'expliquer par la présence d'un objet inconnu. Je précise juste, que toutes les planètes comme Uranus, Neptune, Pluton ont été découvertes comme ça. Elles ont été découvertes en observant les trajectoires des planètes connues et en identifiant où devrait se situer l'objet inconnu et on est passé de proche en proche. Et la dernière planète, c'est Pluton. Alors maintenant, elle a été déclassée des planètes, mais elle a été découverte en 1931. Donc c'est pas si vieux que ça. Donc la logique scientifique, elle est méthodique, elle est factuelle,
Elle l'oblige à fonctionner avec des hypothèses, avec des théories que l'on vérifie ou que l'on amende. Et sur le plan de ce qui nous arrive là, c'est exactement ce que nous faisons. Ça n'a rien de complotiste, ça a tout de scientifique et de rationnel. Et c'est précisément ceux qui utilisent cet argument stérilisateur du complotisme ou de je ne sais quel extrémisme ou de je ne sais quel autre, qualificatif, positif. En prononçant ces étiquettes, ils avouent leur ignorance et leur inculture. Oui, puis Honte je à crois que eux. ça fonctionne de moins en moins quand même. J'ai l'impression en tout cas. C'est, ce que l'on peut raisonnablement penser, parce que l'intelligence humaine sera toujours là. C'est les gens qui ont des intentions hostiles n'ont aucune marge de manœuvre. Il faut bien ça au début, il y a toujours l'effet de surprise, mais il y aura toujours un retour de manivelle. C'est juste Oui, une puis, question de temps. ouais, c'est ça, c'est la vérité comme on dit, hein, prendre l'escalier, pendant que le mensonge Ex prend l'ascenseur, mais tout Exactement. finira un jour, tôt ou tard par, la vérité finira par éclore et ça aussi c'est très positif et ce que je dis souvent et je radote, mais c'est aussi par la répétition que le cerveau encode, c'est qu'une fois qu'une personne a ouvert les yeux, elle ne peut plus les refermer et ça, c'est positif aussi pour nous. Donc là, même si on a touché une personne ce soir qui va, peut-être toucher d'autres personnes, bah, il faut continuer de faire ce travail-là et pour cela, merci infiniment Frédéric. Merci beaucoup. C'était vraiment Avec plaisir. passionnant. J'invite les gens à aller, voir le Sur site le site, internet bien de sûr. l'association Robin des Toits qui est très, très documenté, hein. Vous verrez que Oui, les sources documentaires sont, très riches. On a une chaîne, YouTube et Crowdbunker, pour, quelques vidéos de réinformation, hein. Si vous voulez les détails, notamment sur les mécanismes de toxicité, vous y trouverez, certaines vidéos, très accessibles, au commun des mortels. Nul besoin d'instruction, hein, c'est juste du bon sens. N'ayez aucun état d'âme. Aujourd'hui, les scientistes, font semblant, comment dire? Vous opposent un brouillard de complexité pour vous faire croire que vous n'êtes pas en capacité, d'accéder à la compréhension des phénomènes auxquels nous sommes, soumis. Heu, j'ai rien de particulier, hein, si j'ai réussi à comprendre, c'est que c'est accessible à l'ensemble de la population. Il y a certainement besoin d'accompagnement, de conseils et cetera, mais voilà, ne soyez pas dupes, les ondes électromagnétiques artificielles sont toxiques. Si vous tenez à votre famille, à vos enfants, au devenir de vos enfants, si vous voulez éviter, qu'ils développent des maladies neurodégénératives, des maladies exécrables comme des leucémies et cetera, eh bien, sobriété électromagnétique à la maison, éteignez tout ce dont vous n'avez pas besoin et câblez tout ce qu'il est possible de câbler. Ça vous évitera des désagréments, voilà. Éventuellement, si vous avez, un cadeau à faire à Noël, ce livre-là, L'arc-en-ciel invisible d'Arthur Firstenberg, c'est un livre fondamental, hein, c'est un livre, qui ouvre les yeux. Récemment, là, j'ai publié des extraits de ce livre sur, l'origine du diabète et ainsi que l'origine de la grippe saisonnière, induite par, l'activité électrique, depuis l'industrialisation de nos sociétés, hein. Voilà, c'est essentiel de comprendre tous ces mécanismes, ouais. de bien faire comprendre aux gens que, la grippe n'est pas transportée par les oiseaux, hein, puisqu'on parle de grippe aviaire. On fait croire aux gens qu'il y aurait un péril aviaire. C'est simplement que les animaux sont victimes d'un syndrome, comparable à celui, des humains dans nos sociétés, lié, et induit par l'activité électrique. Songez qu'avant 1889, avant les premiers déploiements de réseaux électriques, la grippe apparaissait, tous les, 11 ans, calée sur les cycles d'activité solaire. Voilà, et il y a même une période durant un calme d'activité solaire au XVIIe siècle, durant laquelle on n'a pas vu et pas entendu parler de grippe pendant 75 ans d'affilée. Et c'est pas parce qu'on savait pas diagnostiquer la grippe.
Donc qu'on arrête avec ces enfumages là, ça commence à devenir, saoulant. Voilà, il y a un travail de réinformation, il y a un travail de donner l'appétit aux jeunes pour comprendre à quel point ils sont, roulés dans la farine et évidemment, plus ils vont s'exposer aux ondes électromagnétiques, plus ils vont avoir des syndromes et des tableaux cliniques que le corps médical sera bien en difficulté de traiter. Tout au plus, ce qu'ils feront, c'est étouffer les symptômes, puisque ça, on sait bien faire, hein, dans la technologie actuelle, hein, c'est étouffer les symptômes. Les causes racines, c'est pas le sujet. Voilà. Donc, c'est ce travail de réinformation et dans les solutions, puisque tu posais la question tout à l'heure, Lise, il y a passé par, la prise de conscience que, ben, celui qui doit s'informer, c'est le citoyen de lui-même, aller chercher son information, multiplier les sources d'information, arrêter de passer au biberon quotidien sur les grandes chaînes de désinformation, hein, comme France Infox ou France Sphincter, par exemple, pour ne citer que ces, 2 vecteurs de désinformation quotidienne. Voilà, donc on en est là. Je pourrais dresser le tableau des articles de presse qu'on voit fleurir avec, un non-sens scientifique, mais ça choque personne du moment que ça prétend, démontrer qu'il n'y aurait, aucun risque avec les ondes électromagnétiques artificielles. Voilà, donc prenez votre vie en main, informez-vous, multipliez les sources d'informations. En somme, éteignez vos écrans et allumez vos cerveaux. Moi-même, je suis obligé de passer devant un écran, mais Le comble. voilà, je passe régulièrement mes week-ends sans écran. J'oublie certains week-ends, j'oublie même d'allumer mon téléphone portable tellement c'est le dernier de mes sujets et quand on souhaite me joindre, on me joint avec mon téléphone fixe et j'ai un répondeur. Voilà, comme on faisait, très bien, il y a quelques années et ça fonctionnait très bien. On n'est pas obligé d'être asservi, on n'est pas le valet, on ne répond pas au son de la première cloche. Si on a un minimum d'amour-propre et si on veut, affirmer son autonomie, son autorité, ça doit passer par ces mécanismes-là. Arrêter de se faire marcher sur les pieds. Mmh. Retrouvons notre souveraineté, notre pouvoir personnel. Ça, j'encourage vivement les personnes aussi à aller chercher ça et effectivement à aller reconnecter à soi et se faire confiance et aller, trouver d'autres sources d'informations. Arrêter, comme tu disais, d'être biberonné, sous perfusion de pardon pour le terme, mais il y a pas d'autre terme, de conneries en permanence, dans la peur, dans une société mortifère et prenez-vous en main, prenez-vous en charge et prenez-vous votre santé en charge et celle de vos enfants aussi. Santé de manière globale. Merci Ex infiniment Frédéric. exactement et garder le moral parce qu'effectivement, la solution, le bout du tunnel est pas si loin que ça et il faut juste tenir sur la distance et se faire aider, se faire conseiller, ne jamais rester seul parce que c'est ça le Oui, point commun là de tous ces dispositifs, c'est, eh oui. l'emprise, sur une personne isolée. Donc, pour contrer ça efficacement, il faut évidemment se rapprocher d'associations et ne jamais rester seul, se faire conseiller. Voilà et ça, en ce sens-là, c'est très positif et dites-vous bien que ce délire-là ne pourra pas durer très, très longtemps. Mmh. Merci beaucoup et j'ajouterais, si vous pouvez rencontrer justement aussi, les personnes en vrai, faites-le. Allez à des rassemblements et connectez-vous, évidemment, c'est Exactement. comme ça aussi que je t'ai Renouer rencontré Frédéric. des liens réels Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est ça et qui nous, nous entre autres on solutions qui nous sauvera. on s'était rencontrés donc, à l'université d'été Oui, rassemblante à Castres. organisé. Ouais, ouais, Et par d'ailleurs, Cécile Maïchak, ouais. je tiens à saluer Cécile Maïchak, Ouais, vraiment, qui a fait un travail formidable. Alors Cécile Maïchak et ses 80, bénévoles qui ont organisé un événement, fantastique, mi-septembre à Castres. Vraiment, bravo ouais, bravo, Cécile. C'était formidable et ouais, j'en profite pour saluer Éric Loridan et Jean-Philippe Labrèze, à l'occasion de l'événement, j'avais eu ouais. l'occasion, le plaisir de discuter avec eux. Voilà, ce sont 2 médecins, je serais fier et honoré de pouvoir être soigné par eux le jour venu. Eh oui, bien sûr. Ouais, ouais, on les salue aussi, effectivement. Merci encore Frédéric et puis, bah,
Tu reviens quand tu veux, évidemment, avec plaisir. Merci pour toutes ces informations. Quand je veux, je Quand ne tu dirais pas peux, ça, je ne surtout. cours pas, oui, je ne cours pas spécialement après la médiatisation, hein, que les choses soient bien claires. Non, c'est pas la Bon, médiatisation, c'est effectivement pour informer les voilà, pour personnes, informer, bien sûr. voilà. Et Mmh. puis, après chacun son rôle, hein. Moi, je fais ma petite action de colibri, Robin des Toits aussi. On est bien conscient de l'asymétrie de ce combat, hein, de la modestie de nos actions. Voilà, on se dit qu'à plusieurs, on va, finir par, aboutir et de toute façon, la réalité s'imposera. Hein, tu parlais tout à l'heure d'un problème de réalité, d'un déni de réalité, faut se faire aucune illusion sur le fait que la réalité s'imposera. Bien sûr. Voilà. Mmh. Tout à fait. À bientôt à tous et Merci encore, à très bientôt Frédéric. courage dans la Merci. difficulté. Ouais, c'est ça. Tenons bon et ne devenons pas fous surtout. Ça, c'est Faut un sacré voilà, défi faut aussi. tenir bon. Exactement. Ouais. Merci encore, merci à toutes et tous d'avoir été là. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais pas même personne. Merci encore Frédéric. À bientôt. Ciao, ciao.